Euh, je me souviens sur le truc d'entendre des voix que quand j'ai suivi mon éducation de psychologue, on m'a appris d'être responsable de la réalité et qu'ici je rencontrais un patient qui entendait des voix, je devais lui dire qu'il n'y avait pas de voix. Et tout de suite, je suis arrivé à l'hôpital psychiatrique et il y avait bien sûr un homme qui entendait des voix. Il m'a dit, j'entends des voix. Et moi, donc, j'ai dit, il n'y a pas de voix. Et lui, il m'a dit, oui, mais j'entends des voix. Et moi, j'ai dit un peu plus haut, comme ça, oui, mais il n'y a pas de voix. Parfois, on veut convaincre, donc on pense que les gens sont sourds. Et il m'a dit, oui, mais moi, j'entends des voix. Moi, je lui ai dit, non, mais il n'y en a pas. Et on a continué comme ça 5 minutes. Et puis après, je suis allé prendre un café parce que c'était un peu triste avant de rencontrer Ron Coleman et les autres. Très vite, je m'appelle Alain Topor, je suis né à Paris, je ne parle plus le français en vérité, mais j'ai quand même participé à la destruction de 2 hôpitaux psychiatriques à Stockholm. Et et à la construction, et ça c'est le plus important, parce que comme John le disait, c'est facile de détruire les hôpitaux psychiatriques. Ronald Reagan l'a fait aux États-Unis, et si lui il l'a fait, ça veut dire que c'est pas très difficile. Mais la chose difficile, c'est de construire des alternatives, quelque chose à la place. Et c'est ça dont j'ai participé, donc je vais en parler un peu rapidement. Ce que je fais pour l'instant, c'est seulement de la recherche, enfin seulement, c'est déjà beaucoup de travail, surtout sur le rétablissement. J'aurais voulu parler de ça aujourd'hui parce que j'étudie, entre autres, une chose dont très peu de gens parlent, c'est le rôle de l'argent pour le rétablissement. Nous travaillons avec des gens pauvres, nous n'en parlons jamais, mais la pauvreté empêche le rétablissement. Une autre chose très drôle sur laquelle je travaille, c'est des interviews avec des gens qui se sont rétablis en leur demandant le rôle du personnel, des professionnels dans leur rétablissement, et leurs réponses sont vraiment fantastiques, mais ça, vous n'en aurez rien aujourd'hui. Il faut créer un moment comme ça. Je vais commencer à parler de quelque chose qui en anglais est assez connu, mais qu'en France, apparemment, est pas tellement connu. Je suis allé dans une librairie à Paris, l'IPSI, pour essayer de savoir de quoi on parle de ça en France, et j'ai demandé, vous avez de la littérature sur les facteurs communs? Ils m'ont dit quoi? Alors j'ai dit facteurs communs, ils m'ont dit quoi? J'ai dit facteurs communs, ils m'ont dit quoi? Et j'ai essayé d'expliquer, et ils m'ont dit non, ce genre de truc anglo-saxon, on n'a pas ça ici. Qu'est-ce que c'est les facteurs communs? La base, c'est quand même une chose assez triste et une pénible découverte pour nous qui nous sommes engagés dans une théorie, une technique, passer des années à essayer d'accéder au fin fond de ces techniques, de ces théories, et de devenir vraiment quelqu'un qui peut aider les autres. Je pense que c'est un but pour la plupart de nous. Et ça a commencé sur les psychothérapies. Cette pénible découverte, c'est que toutes les psychothérapies fonctionnent plus ou moins aussi bien les unes que les autres. C'est triste, hein? Enfin, pour nous qui ont quand même passé des années à en apprendre une et de se rendre compte que les autres, ça fonctionne aussi bien. Et donc, la suite de ça, c'est que les résultats positifs de travail psychothérapeutique ne dépend pas de la technique du psychothérapeute, ne dépend pas de la théorie psychothérapeutique du thérapeute, mais d'autres choses. Et donc, ce qu'on peut penser, c'est que ces facteurs communs ne sont pas relatifs à la technique, mais sont efficaces, et donc il faut partir à la recherche d'une question très simple. Qu'est-ce qui aide les gens à aller mieux? C'est une chose très vieille en vérité, c'est une chose très vieille et en psychothérapie, on appelle ça le verdict du dodo. Le dodo, c'est l'oiseau de Alice au pays des merveilles, c'est l'oiseau qui organise une course sans règles du tout. Alors les gens courent dans tous les sens et la question qu'on se pose, c'est qui est-ce qui va gagner? Et la réponse du dodo est celle vraiment fantastique, c'est tout le monde a gagné. Et tout le monde doit recevoir des prix. Et c'est un terme en psychothérapie, en recherche psychothérapie, c'est l'effet, le verdict du dodo. Et celui qui a pris ce mot-là, c'est un Allemand qui s'appelle Saul Rosenberg. Et vous voyez en 1936, donc on sait depuis 1936 que nous, toutes les méthodes psychothérapeutiques, bon, on en a découvert d'autres depuis, mais ça continue à être la même chose, tout fonctionne aussi bien, ou aussi mal, mais aussi bien souvent.
Alors, je vais aussi élargir le sens parce qu'on pense que c'est pour la psychothérapie. Il y a le plus de recherches sur la psychothérapie. Mais si on regarde de près les nouvelles recherches, on voit que le verdict du dodo vaut aussi bien pour les traitements psychiatriques, c'est-à-dire pas psychothérapeutiques, mais tous les autres traitements en psychiatrie, et aussi, et ça c'est important, pour les personnes qui ont un diagnostic de psychose ou de schizophrénie. Donc ce n'est pas seulement ceux de vous qui sont psychothérapeutes que ça est important, c'est important pour toute personne qui travaille à n'importe quel niveau des organisations de la psychiatrie. Qu'est-ce que c'est les facteurs communs? Il y a plein de définitions, il y a plein de recherches dessus. Certains ont 6 points, d'autres 4 points, d'autres 3 points, d'autres 18 points. Mais en tout, on peut dire que j'ai choisi 6 points parce que ça avait la place là sur un slide. Et c'est un Américain, je m'excuse, c'est un Américain qui s'appelle Jerome Frank, un psychiatre américain qui a fait ça dans les années 70. J'aime bien ces vieilles recherches des années 70 parce qu'on se dit... il n'y a rien de nouveau? Non, il n'y a rien de nouveau. Plus ça change, plus c'est la même chose. Et la première chose qu'il a découvert, enfin, dans son analyse, c'est qu'une psychothérapie, mais aussi un travail psychiatrique avec quelqu'un qui va mal, va bien s'il s'instaure une relation forte. On appelle ça une alliance de travail. Pas une alliance thérapeutique, mais une alliance de travail. On travaille dans le même sens, on est d'accord sur certaines choses et à partir de ça, on peut construire quelque chose ensemble. La deuxième chose, je vais très vite, je m'excuse, mais c'est aussi d'être assez d'accord sur le sens des problèmes que la personne a. Et ça, c'est très important et très problématique pour nous parce que le sens, je sais qu'en français, on a écrit des milliards de livres sur ça, mais c'est un niveau très concret de la quotidiennité. C'est-à-dire, chaque personne qui se trouve devant un problème psychiatrique ou autre se pose la question « Pourquoi moi ?» On parle dans la littérature parfois d'une rupture de la biographie d'une personne, c'est-à-dire la vie commence, on pense voyager, on pense aménager dans un propre appartement, faire des études, travailler, peut-être fonder une famille, sexe, drug and rock and roll. C'est ce qu'on pense au début. Et il se passe quelque chose, et pour moi, ça n'advient pas. Pour tous les autres, ils continuent, ils voyagent, ils commencent des études, ils travaillent, ils gagnent de l'argent, et moi non. J'arrive peut-être même pas à déménager de la maison de mes parents, je reste là. Et la question, c'est pourquoi moi? Cette question est centrale si on va pouvoir aller de l'avant. Alors, les réponses sont multiples. Et c'est une chose importante, c'est écrit sens, c'est pas écrit vérité, parce qu'aucun de nous ne sait pourquoi. Alors, l'humilité demande, avec la personne qui va mal, d'essayer de découvrir lequel sens elle peut découvrir pour elle-même. Et quand j'ai travaillé, je n'ai pas le temps de vous donner trop d'exemples, mais quand j'ai travaillé, j'ai rencontré des personnes qui avaient une explication à leur malaise religieuse. Bon, à l'université, je n'ai jamais appris que Dieu pouvait aider à créer une psychose. Mais dans certaines situations, j'ai accepté ça et on a travaillé avec ça. Ce qui m'a permis, entre autres, d'aller à l'église avec certains usagers, ce qui était une découverte pour moi assez intéressante de participer à ce genre de choses. Bon, non, je ne vais pas vous raconter des déboires qui me sont arrivés là. Autre chose, simple et pas compliquée, on partage des nouvelles connaissances. Beaucoup d'usagers maintenant vont sur Internet et connaissent plus de choses que nous. Nous, on va à des conférences et parfois on découvre un truc et on peut en discuter. Donc un échange réciproque de connaissances. Est-ce que tu as entendu? Est-ce que tu sais? Moi, j'ai entendu, d'accord, on va essayer. Un peu ce que tu racontais sur le groupe. On peut essayer de parler des voix. Alors, quand est-ce que tu entends des voix? C'est une question. J'étais à une réunion à Nancy et il y avait 2 types vraiment bizarres qui m'ont dit qu'on pouvait parler de ça. Bon, alors, j'essaye. Tu es d'accord? On essaye. Bon. Nouvelle connaissance. Après, un mot central et qui est totalement absent de toute la littérature psychiatrique anglo-saxonne.
Je ne connais pas tellement la littérature française psychiatrique, donc j'ose pas le dire. Mais dans la littérature anglo-saxonne, psychiatrique, jamais le mot espoir est mentionné. Une fois que tu passes cette porte, oublie tout espoir. C'est un peu le truc emblématique. Aider quelqu'un à retrouver de l'espoir est une chose centrale. Ou ne pas détruire l'espoir. J'étais dernièrement dans un truc d'enseignement où il y a un type qui a essayé de m'enseigner, de dire à des gens qui ont des problèmes de schizophrénie, c'est une maladie du cerveau, tu seras malade le reste de ta vie, tu devras manger des médicaments le reste de ta vie. Bon, alors est-ce que ça crée de l'espoir, ça? Non, ça ne crée pas de l'espoir et en plus c'est un mensonge parce que ce n'est pas vrai. Ma mère m'a toujours appris de jamais mentir, donc j'essaye d'éviter ça. La question, c'est comment recevez-vous les personnes qui se tournent vers vous? Par exemple, en Suède, la plupart des centres de crise aiguë sont fermés à clé. C'est-à-dire que quand une personne essaye de recevoir de l'aide, la première chose qu'elle rencontre, c'est une porte fermée. Est-ce que ça crée de l'espoir ou est-ce que ça veut signifier peut-être toi tu es dangereux, on ne veut pas t'avoir tellement ici, essaie de trouver autre part où tu pourrais aller? C'est ce genre de questions qu'il faut se poser en regardant de l'extérieur, avec l'aide des usagers, comment nous recevons les gens. Le dernier point, non, l'avant-dernier point, c'est aussi très simple. On peut parler beaucoup, on peut dire beaucoup de choses et des choses très belles, mais je crois que c'est très important et très vite qu'il y ait des changements pratiques, que la personne peut avoir l'expérience qu'un changement est possible. Encore une fois, tu as donné des exemples de ça, je ne vais pas les répéter, mais c'est des exemples que même un tout petit changement est possible. Parce que tout ce qu'on nous a enseigné, c'est que le changement n'est pas possible et le seul changement possible, c'est la détérioration. Et ça, c'est vraiment pour tuer l'espoir. Le dernier point, je ne sais pas, en Suède, il est un peu controversiel, je ne sais pas en France, parce que apparemment, nous avons des cultures un peu différentes. C'est une relation émotionnelle réciproque. On s'est rendu compte que dans une équipe, s'il y a quelqu'un qui travaille et qui aime bien un usager, les chances pour que ça aille mieux sont beaucoup plus grandes que si celui qui travaille avec cet usager n'aime pas l'usager. Alors en Suède, on ment tout le temps. Et on dit, nous, les professionnels, on doit aimer tout le monde autant. Je ne sais pas, vous avez ces idioties en France aussi? On doit aimer tout le monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a réussi à aimer tout le monde tout le temps au même niveau? Dans ce cas-là, vous devez prendre contact avec la psychiatrie locale parce que c'est un grand problème si vous n'arrivez pas à différencier. Donc il faut commencer à parler dans les services. Oui, moi j'aime bien cette femme-là parce qu'elle me rappelle ma grand-mère ou je la trouve gentille ou quelque. Et donc, s'il y a cette émotion, il y a une possibilité qui va se créer une relation qui va pouvoir aider à ce travail énormément dur de récupération. Alors, en vitesse, je vais parler encore plus vite si j'y arrive, ça je suis dans mon record du monde de vitesse. Les grands mots de la psychiatrie, vous les connaissez aussi bien que moi, c'est relations, on en parle tout le temps sans trop savoir comment, continuité, accessibilité et contextualité, voir la personne dans son contexte. Moi, quand j'ai commencé à travailler à l'hôpital psychiatrique de Stockholm, il y avait vraiment quelque chose d'autre. Ce que j'ai rencontré, c'est les gens qui étaient dans une situation de crise. Les premiers qui intervenaient, c'était la police. Après, ils se retrouvaient au centre d'urgence psychiatrique, qui était pour toute la ville de Stockholm. Et moi, je venais le matin, quand je travaillais au centre d'urgence du secteur où je travaillais, pour les voir et faire un tri. Qui est-ce qui allait rentrer dans nos services et qui est-ce qui n'allait pas rentrer. Une fois qu'ils étaient rentrés dans notre service, nous travaillions très bien avec eux. Et donc, la plupart commençaient à aller mieux après un certain temps. Et quand ils allaient mieux, on les envoyait dans un service de traitement. Donc, dès qu'une relation se créait, toc, on envoyait la personne autre part se faire voir. Et dans les services de soins hospitaliers, les personnes travaillaient très bien.
mais dès que la personne allait mieux, donc on la sortait parce qu'il y avait toujours plein de monde qui voulait rentrer dedans, et on les a envoyés dans les services de soins ambulatoires, où de nouveau une relation se créait, et après, si la personne allait mal, c'était la police qui allait retrouver cette même personne. Donc, ce qu'on a dit, c'était vraiment le contraire. La pratique, c'est vraiment le contraire de ces paroles, c'est discontinuité, morcellement, création de désespoir, et de créer des conditions vraiment difficiles pour que la confiance et des relations se créent comme ça. Donc, qu'est-ce que nous avons essayé de faire? Des changements. Nous avons pensé que chaque usager avait besoin de relations non pas avec une organisation, non pas avec une équipe, mais avec un couple de soignants. Et là, c'est très important, nous avons choisi de nous servir de l'énergie de toute l'équipe, parce que souvent, dans une équipe professionnelle, on sous-emploie, on dévalorise l'énergie qu'il y a parmi les aides-soignants, parmi les infirmiers et tout ça. Nous avons donc créé ces groupes de référents qui ont eu une délégation spéciale du chef de service pour prendre beaucoup de décisions sur la vie dans les services des usagers. Ils ont eu une augmentation de salaire, c'est très important, on n'en parle pas, mais si on commence à revaloriser quelqu'un, il faut leur donner du fric parce que c'est la valeur qui compte. Et on a décidé que les médecins seraient médecins et feront de la bonne médecine, mais pas trop d'autres choses. Et ce qui est beaucoup, c'est important parce que les médicaments que nous donnons aux usagers, c'est vraiment assez dur. Et je crois qu'on peut dire maintenant que nous avons créé des possibilités de développer une relation. C'est pas que c'est garanti, mais c'est une possibilité parce que une fois qu'un contact soignant-soigné est établi, il ne peut être rompu sans raison claire. Par exemple, un usager peut dire « je ne veux plus rencontrer cet aide-soignant ou ce psychologue ou tout ça ». Et là, il faut le prendre au sérieux, bien entendu. Et le couple soignant rencontre la personne dans toutes les situations possibles. C'est-à-dire, il y a une impossibilité de déléguer à quelqu'un d'autre la prise en charge de la personne. C'est-à-dire, on se rencontre dans des situations de crise, dans des situations de prise en charge hospitalière, même si nous n'avons rien à voir avec l'hôpital, en situation ambulatoire, dans le contexte social de l'usager, dans les services ambulatoires. Les mêmes personnes se rencontrent et on commence à se rencontrer, on commence à se connaître et à se reconnaître. Le Dr Kaiser parlait de ça ce matin par rapport à son expérience. Je crois que je suis en train de dépasser les 5 minutes, formidable, je peux me calmer un peu. Et qu'est-ce que j'ai écrit là? Alors, ce que nous avons créé tout de suite, c'est une abolition totale des possibilités de transférer l'usager d'un service à l'autre. Une fois qu'un usager a établi une relation avec un couple de soignants, c'est avec eux qu'il va travailler et c'est eux qui vont travailler avec lui. Si la personne commence à aller mal, c'est au soignant d'aller à sa rencontre, de travailler avec lui, et non pas de dire « maintenant tu es trop difficile, on t'envoie autre part et tu reviendras quand tu seras plus gentil », qui est vraiment une façon de dénigrer la personne et de dénigrer aussi la relation qu'on a créée. Nous avons créé des structures ouvertes 24 heures sur 24, 7 heures sur 7, et des structures où ce travail d'intégration est fait et qui sont disséminés totalement dans le territoire. Nous n'avons plus rien à voir avec l'hôpital psychiatrique, nous n'en avons pas besoin. Les conséquences de ça, c'est vraiment que nous avons, je crois, acquis une connaissance plus riche. Les connaissances psychiatriques sont des connaissances nées des rencontres que nous faisons avec les usagers dans des structures précises. Et le savoir psychiatrique pendant longtemps est le savoir des psychiatres dans les hôpitaux psychiatriques. Une fois qu'on sort, on découvre un tout autre savoir. Et il est plus compliqué. D'abord, il est réciproque. Et le réseau, on commence à connaître le réseau social des usagers. Et on se voit dans des situations diverses, de crise, de quotidien, comme j'en ai parlé, dans des contextes divers, des services, des villes, chez l'usager, et aussi dans le temps. J'ai un souvenir vraiment au début de ce travail,
où une femme avec qui je travaillais beaucoup s'est échappée de notre... On avait ouvert les portes. Et je me souviens, j'ai rencontré dans le couloir et elle m'a fait un sourire fantastique. Et en tant que psychologue, quand il y a un usager qui fait un sourire psychologue, on devient très nerveux. Donc j'ai regardé si ma braguette était fermée. Elle était fermée. Et elle m'a fait un tellement beau sourire et elle a couru et elle a disparu de notre service. Et je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait un peu de supervision ici, mais qu'est-ce que je dois faire? Et alors j'ai regardé après des infirmiers, parce qu'ils sont jeunes, ils peuvent courir, mais tous les infirmiers, ils n'étaient pas là. Alors j'ai commencé à courir après elle. Et formellement, j'ai le droit de la tenir et de la retenir tant qu'elle était dans le parc de l'hôpital psychiatrique. Mais elle courait vite et moi, je n'arrivais pas à courir assez vite. Alors, elle a dépassé l'enclos de l'hôpital psychiatrique et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et j'ai continué à courir. Et je me souviens, on courait, elle allait vers le métro et moi, je courais derrière elle. On est passé dans un centre commercial. Et je dois dire que sa problématique à elle, elle entendait des voix qui lui disaient qu'elle était affreuse, dégueulasse, que personne ne voulait être avec elle. Et c'est pour ça qu'on l'avait enfermée dans l'hôpital psychiatrique, parce que là, il n'y avait personne qui la voyait. Et quand je courais derrière elle, j'étais en sueur, je peinais, je criais dans mon suédois qui est assez approximatif, « Attends-moi !» Et je me disais, pour tous les mondes qui nous voyaient courir, qui est-ce qui était dégueulasse dans cette situation-là? Et je crois que c'était tellement fort que pour elle aussi, ça a été un moment de coupure dans notre relation parce qu'elle s'est rendue compte que le gros dégueulasse, c'était moi dans cette situation et pas elle. Parce que tout le monde voyait une jeune, belle Suédoise qui courait avec un étranger derrière elle qui lui disait « Attends de moi ». Bon, c'est des moments thérapeutiques assez difficiles à expliquer comme ça. Je vais voir. Nous sommes donc un secteur maintenant de 232 000 habitants, de plus de 18 ans, c'est ce dont on a la responsabilité. Et il n'y a aucun truc privé, c'est nous et il n'y a rien d'autre. Et j'ai fait des statistiques sur la période de 1997 à 2004. Nous avons eu affaire avec 1500 personnes, c'est suédois, j'aime bien les statistiques suédois, 1501 usagers avec un diagnostic de psychose. 80% ont reçu des visites à domicile. Et nous avons fait donc pendant cette période 80 000, presque 100 000 visites à domicile à ces usagers. Nous avons changé le lieu de relation entre la psychiatrie et les usagers. C'est nous qui sommes dans leur milieu. Il y a des dangers à ça, bien entendu. Mais je crois que grâce à ça, nous avons pu diminuer le nombre de lits de notre secteur de près de, toujours les statistiques qui me manquent, enfin énormément. Nous avons à l'heure actuelle, je crois, 60 lits psychiatriques et nous en avions 600, 700 quand nous avons commencé cette aventure. C'est-à-dire, et pour finir, clôturer la chose, c'est que je crois que quand on ferme l'hôpital psychiatrique, on peut le fermer, c'est démontré partout. La seule question, c'est qu'est-ce qu'on offre à la place? Et ça, c'est la question que vous devez vous poser. Merci.